quand on parle de l'éthique, le rôle du comité local éthique, notre fonctionnement, les différents outils, les méthodes qu'on utilise au sein du CHPE. Donc cette première partie, c'est Priscilla, ergothérapeute, et Jackson, aide-soignant, qui vont vous la présenter. Ensuite, Eric, éducateur spécialisé, va intervenir sur toute la partie bientraitance. Donc là, il vous parlera des lois, des décrets, la définition, l'organisation de la commission bientraitance au CHPE, les différents outils qu'on a mis en place et qu'on est en train de déployer. La dernière partie sera sur la semaine de la bientraitance qu'on a organisée l'année dernière. Et par rapport à cette dernière partie, on vous présentera des réalisations de patients qu'on a emmenés avec nous. Donc je vais laisser la parole à Priscilla et à Jackson. Bonjour. Donc, l'éthique, de quoi parlons-nous? Je vous laisse lire les petites définitions. Donc, comme c'est noté, l'éthique, il n'y a pas de réponse. Ça peut être une démarche réflexive où on va avoir plusieurs avis en fonction des personnes qui se présentent dans notre comité. Alors, Ricoeur a défini l'éthique comme la visée de la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. J'aime beaucoup cette phrase. Et en fait, ça conduit à s'interroger donc, sur nos pratiques qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Je pense qu'il faut se rendre compte de ça. C'est que le fait de travailler auprès de personnes, même si on pense, on croit bien faire, on peut tous un jour être amenés à se questionner et à se remettre en question sur nos pratiques. Donc l'éthique finalement elle s'intéresse au comportement humain et donc à la conduite des individus dans une société ou dans un hôpital, dans une structure médico-sociale. Donc le rôle du comité local éthique donc au CHPE, c'est de favoriser la réflexion, donc comme je disais, faire évoluer les pratiques en les remettant en question et plus largement faire évoluer la qualité des soins. Donc on va identifier des problèmes d'éthique, par exemple sur le thème du respect de la vie privée, sur l'autonomie de la personne, sur la qualité de vie, le droit, la déontologie, la dignité humaine, ça peut être, c'est assez large. Et puis, en fonction des problèmes que l'on peut rencontrer, nous allons avoir une réflexion collective, collégiale, et on va émettre un avis sur cette problématique. Le but, c'est finalement, plus largement, d'avoir une action d'information, de formation et de sensibilisation. Quand nous avons réfléchi, donné un avis, si on arrive à avoir une conclusion, on va diffuser cette réflexion en interne. Donc vous allez voir, notre comité local éthique, il est composé... Ah, c'est à toi. Donc, bonjour.
Alors là, il y a marqué 15 membres, mais en vrai, le nombre, on s'en fout complètement. L'idée, c'était vraiment que l'ensemble des corps de métier soient représentés, et surtout qu'il y ait des représentants des usagers. Voilà, ça c'est pour notre composition au CHPE, comment on travaille. Parce que si on discute entre soignants, on n'avance pas. Si on discute entre usagers, on n'avance pas. Par contre, c'est quand on mélange toutes les idées et tous les points de vue par rapport à ce qu'on est, que là, on va avoir des idées qui vont vraiment... On va pouvoir bosser. Ensuite, on va parler du fonctionnement du comité local d'éthique. Voilà. Alors, comment ça marche? On nous envoie une saisine, que ce soit par mail, par écrit ou à l'oral. On nous dit, voilà, moi, il se passe ça dans mon service, ça me questionne. À partir de là, une fois qu'on a la saisine, ce qu'on fait, parce qu'entre ce que la personne a voulu écrire, ce qu'il a écrit et ce que la personne a lu, il y a souvent un fossé. Donc nous, quand Marine reçoit le mail, automatiquement, on a 2 membres du comité qui se déplacent dans le service pour écouter soit l'usager, soit l'équipe, soit un soignant qui a envoyé la saisine. À partir de là, on fait un relevé d'informations de tout, sans jugement, sans rien, on écoute seulement ce qu'il a voulu dire. À partir de là, on se réunit, l'ensemble des membres, et on en discute. Et comme vous a dit ma collègue tout à l'heure, on ne va pas apporter de solution toute faite, on propose des avis. Alors, ça peut être des recommandations simples. On s'appuie surtout, parce que quand on parle d'éthique, on parle aussi de juridique, sur les textes de loi, que disent les textes de loi par rapport à chaque situation. Et on se sert d'outils externes aussi. Récemment, on a, je ne sais pas si certains connaissent, le jeu Ethico. C'est un jeu qui a, sous forme de jeu de société, il y a plusieurs situations. Et à partir de là, on choisit la situation qui se rapproche le plus. Et ça peut être une équipe entière qui y joue, des soignants ou tout simplement même des patients. Parce que l'idée, c'est intéressant quand ça vient d'eux aussi. Voilà. Oui, c'est ça d'ailleurs l'outil. Super. Ensuite, c'est à peu près notre fonctionnement. Pour répondre un peu à tout ce qui s'est dit aussi, nous, comment on fait? Parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il y a des moments où on ne reçoit pas forcément de saisine. Donc nous, on a décidé d'aller dans les services. Encore une fois, on se compose à 2, voire 3, pas trop, on va pas arriver en force dans un service, mais l'idée c'est de faire comprendre aussi aux professionnels et aux usagers que le comité local d'éthique, c'est pas une fiche d'incident indésirable. Souvent les gens sont persuadés que faire un signalement au comité local d'éthique, c'est comme une fiche d'incident. Non, ça n'a rien à voir. Et donc l'idée c'est de rassurer les équipes en leur expliquant notre rôle dans l'établissement. Et ensuite aussi on envoie, je crois que c'est Marie qui l'a préparé, tout un compte-rendu des saisines qui ont été faites les années précédentes pour que les autres équipes se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls et des fois que les problématiques dans un service se retrouvent dans un autre service. Voilà, je crois que pour ma part, j'ai fini. Non, c'est bon, si. Oui, les outils. Voilà. C'est marqué là. Oui, alors ça c'est la fiche du comité local d'éthique, qu'on met à l'entrée de chaque service avec les chartes de la bientraitance. Voilà. Ensuite, c'est quoi? Parce que j'ai pas forcément tout lu le dossier que Marie nous a envoyé. Voilà, là c'est un exemple de comment la charte, si je dis pas de bêtises, tu m'interromps Marie, comment la charte éthique est arrivée dans notre établissement. C'est suite à une saisine en mars 2022, donc c'est assez récent, sur une problématique avec une relation soignant-soigné dans un service ambulatoire, je crois, de réadaptation, pardon. Et à partir de là, quand la saisine est arrivée à l'éthique, on s'est posé beaucoup de questions sur ça et on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas de charte qui était très claire. Et donc, on a décidé de travailler sur une charte qui est en projet et on attend la formation avec l'ERENA pour qu'elle soit validée par d'autres instances. Parce qu'encore une fois, c'est comme le comité local. Si on travaille qu'entre nous, ça ne va pas. L'idée, c'est de partager avec d'autres établissements et même à travers des formations pour qu'on puisse avancer ensemble et prendre le bon de chaque établissement pour faire quelque chose de positif. Voilà. L'éthico, on en a parlé, c'est le jeu de société. Voilà. Il n'y a pas de question. Bonjour à tous. Alors moi, voilà, mes collègues sont très bien traitants avec moi, ils me laissent tout seul. Donc ça commence très fort. Donc, voilà. On va essayer de vous parler un petit peu de ce qu'est la bientraitance, puisque l'introduction qui a été faite, je pense, a été bien faite et elle est suffisante.
On va vous présenter, surtout l'idée c'est de vous présenter ce que nous on a mis en place au CHPE et comment est-ce qu'on s'organise. Peut-être pour répondre un peu aux questions, la dame au bout là-bas, j'ai pas votre nom, mais on va essayer de voir un petit peu comment nous, ça peut peut-être vous donner des pistes après aussi avec vos cadres et avec l'institution où vous travaillez, ou les institutions, puisque des fois vous êtes regroupés, et c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut que... C'est moi qui m'occupe du truc là. Alors là, je suis un peu un Indien dans la ville. Hop, vous voyez, déjà ça commence fort. Ouais, mais tu vas rester là en fait. Merci. Ah bah c'est bien, ça, au moins on fait rigoler, ça c'est cool. Donc la commission bientraitance. Donc nous on a, alors il y a plusieurs commissions au sein du CHPE, commission éthique, commission bientraitance, qui des fois on confond un peu les deux. C'est très très lié. D'ailleurs on se pose la question de voir si des fois on va peut-être pas travailler un peu plus ensemble, mais carrément voilà sur des réunions et tout ça. Donc on revient ouais. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette commission de bientraitance. Donc on se base toujours par rapport à des lois, donc ça peut paraître un peu comme ça, très cadrant, tout ce qu'on veut, mais empêche, toute chose est légiférée, mais en même temps c'est une façon de protéger à la fois les usagers ou les patients, à la fois l'institution, et à la fois les soignants, et aussi les familles. Voilà, c'est très important, c'est souvent les familles, elles ont aussi des droits à travers l'institution. Quelques définitions sur la bientraitance, même si elle a été faite un petit peu tout à l'heure, et c'est très compliqué, puisque comment définir la bientraitance, c'est un vaste sujet. Une organisation, nous, donc, comment est-ce qu'on s'organise au sein du CHPE, les outils et les moyens qu'on a en place dans notre établissement, les actions qu'on a réalisées, les projets, et en fin de compte, pour finir effectivement sur la semaine de la bientraitance qu'on a fait pour la première fois l'année dernière au sein du CHPE. Donc, les lois, Dark. Donc les lois, beaucoup les connaissent, donc je ne vais pas non plus les détailler, mais enfin voilà, la loi de 2002, donc, que tout le monde connaît, la relative aux droits des patients, mais c'est à partir de là où il y a une reconnaissance de la maltraitance, mais qui ne s'exerce pas uniquement au domicile, mais aussi dans les institutions. De là, il en a découlé donc plein de choses qui ont été mises en place dans cette loi qui est large, mais qui est très très importante. Beaucoup plus dans le médico-social, mais nous on travaille plus dans le sanitaire, mais il y a d'autres lois aussi. La promotion des droits des usagers et de leur entourage a été mise en exergue par l'article et on passe, mais beaucoup de dispositifs ont été mis, donc la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, le livret d'accueil dont vous connaissez le truc, le contrat de séjour, et le contrat document individuel de prise en charge, le recours possible à un conciliateur. Des fois on dit voilà, les familles elles ont un souci avec peut-être le personnel, avec tout ce qu'on veut. Il y a le recours au médiateur. Souvent on ne sait pas trop, mais voilà. Donc le médiateur c'est une personne neutre qui va venir écouter les problématiques des deux parties pour essayer d'arriver à une conciliation et des consensus ou quelque chose de structurant ou de positif. Le règlement de fonctionnement, le conseil de la vie sociale, qui est très important dans vos structures, je pense qu'il y en a, puisque là, pour le coup, donc, les usagers en font partie et sont bien au cœur. Et puis le projet d'établissement, donc là on est plus sur l'institution, mais qui va donner une dynamique et un plan de travail, on va dire. Et puis de comprendre bien les missions de l'établissement. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées, donc on est là sur les droits civiques, sur le vote, sur plein de choses, mais c'est assez vaste et donc je vais pas les développer ici. Justement, je vous parle de ces lois pour qu'après on élabore un peu plus autre chose. La loi de 2007, création du Comité national de vigilance et de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées et handicapées. 2007, plan de développement de la bientraitance et de renforcement de la lutte contre la maltraitance. 2008, mise en place du numéro national unique 3977, donc c'est un numéro que vous pouvez, personne peut-être connaissent pas, mais utilisez si vous vous sentez victime de maltraitance, vous pouvez interpeller ce numéro. La loi du 4 mars 2002, donc c'est la loi des malades, donc là on a le dossier médical, la personne qui peut avoir un regard aussi sur ses soins et prendre des directives pour elle.
et puis le décret du 25 avril 2022 portant modification du Conseil de la vie sociale, c'est des améliorations. Donc on voit qu'on est en mouvance constante, effectivement, les lois sont toujours en évolution tout le temps, mais aussi parce que nos prises en charge sûrement sont en évolution, que la société évolue et que nos besoins et les besoins des usagers évoluent aussi. Et tant mieux d'ailleurs. Donc sur la définition, donc le mot bientraitance a trouvé sa définition dans la littérature, donc je lis bêtement ce qui est marqué. Ça a été dans le dictionnaire assez tardivement, en 2010, donc vous voyez c'est quelque chose d'assez récent. Agir sur quelqu'un ou faire agir contre sa volonté en employant la force ou l'intimidation. Donc ça c'est plus sur ce qu'on est sur les maltraitances. Mais ça en découle de là. On part de la maltraitance pour arriver à la bientraitance. Et ce qui est le plus important, c'est ce qui est dit en dessous. Sur la maltraitance, nous parlerons d'un concept, plutôt que vraiment une définition. La bientraitance, c'est pas quelque chose d'écrit, qu'on apprend vraiment, on va apprendre, on va évoluer dans nos pratiques, on va essayer d'être bientraitant, mais c'est pas quelque chose qu'on apprend. On peut pas être... je vais apprendre à être bientraitant ce matin. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est un concept. Donc ça part de la bienfaisance, donc une action bénévole et volontaire, la bienveillance, donc une intention positive, c'est quand même mieux, un regard de la psychanalyse et de l'approche de Winnicott, mère suffisamment bonne, bon là je pense que les professionnels ça leur parle bien, l'approche de Carl Rogers, permettant à l'autre de respecter son espace grâce à l'écoute et à la reformulation, donc là on est plus sur des méthodes d'entretien. Comment est-ce qu'on a la place entre le soignant et le soigné, on accueille une personne, comment est-ce qu'on l'écoute, comment est-ce qu'on prend des informations, comment est-ce qu'on arrive à mieux ressentir, et on est plus sur un travail d'égal à égal, plus d'un dominant et d'un dominé, ce qui a été souvent comme ça, une position derrière le bureau, voilà, on est en position de force, c'est très... Voilà, c'est très comme ça, mais ça, il y a des méthodes, donc justement, que je pense que vous connaissez peut-être, ou que je vous invite à travailler, mais on parlait tout à l'heure de l'accueil de la personne. Je pense qu'il est très important aussi de la façon d'accueillir la personne, de comment on lui parle, de comment on lui explique les choses, et puis d'avoir son ressenti, c'est très important. Donc la relation duel, des fois, elle est comme ça, ça peut être un peu compliqué. Et puis la reconnaissance, de reconnaître l'autre en tant qu'être humain à part entière, et donc l'éthique. Alors je reviens un petit peu sur tout ce qui est les lois et les documents, parce que voilà, je parlais de l'accueil tout à l'heure, mais effectivement quand une personne arrive dans un établissement, on a une façon des fois de l'accueillir, parce qu'il faut correspondre à la loi. Donc on va lui sauter dessus avec des tonnes de documents, et les directives anticipées, et il faut lui lire, et le contrat, et le machin, et le truc, et il faut faire la carte vitale, et, enfin bon, c'est tout un pataquès. Donc c'est sympa, mais il faudrait peut-être un peu réfléchir des fois et laisser le temps à la personne de s'installer, et puis de peut-être la loi, on peut y revenir, on peut la décaler un petit peu dans le temps, c'est pas très grave. Bon, ça c'est un boulot à faire, parce que des fois on nous demande, nous aussi au secrétariat médical, d'avoir rempli tous ces documents en temps et en heure, mais en fait on s'aperçoit que la personne va vous lire le règlement intérieur, par exemple, la personne qui a accueilli, mais elle ne l'a pas lu en fait. Elle a signé, et puis voilà. Donc déjà, à partir de là, est-ce qu'on n'est pas un peu malveillant, je dirais? Parce que ça commence là. Puis après, la personne découvre quelque chose. Ah, mais j'ai pas le droit de faire ça, mais je savais pas. Mais j'ai pas le droit de faire ça, je savais pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc déjà, on la met dans des positions, je trouve, qui sont pas terribles dès l'entrée. Bon, ça reste que mon avis, on en discute, mais c'est un peu compliqué, parce qu'il y a le travail après au-dessus, chacun a son rôle aussi. Et on est un peu tiraillé des fois par des obligations comme ça, et des fois ça met déjà la personne à mal. Et même vous, parce qu'il faut faire vite, et vous n'avez pas l'impression de faire votre boulot correctement. Bon, une fois, c'est l'accueil. Je pense qu'après, il reste beaucoup de choses pour se rattraper, mais il n'empêche que voilà. Donc on va passer après au reste. Donc si nous découpons le mot bientraitance, nous avons d'abord le bien, ce qui procure un avantage, ce qui est profitable et bénéfique. Je vais en rester là, après vous pouvez lire le reste tout seul.
traitant, se comporter ou agir de telle ou telle façon à l'égard de quelqu'un. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi la façon d'agir. C'est pas tant ce qu'on fait, mais c'est surtout la façon dont on va le faire. Et chacun a ses façons de faire les choses, chacun a son propre ressenti. Il n'y a pas forcément une méthode mieux qu'une autre, une personne qui fait mieux qu'une autre. L'important, c'est de savoir, est-ce que la personne auprès de qui on a agi s'est sentie plutôt bien. Donc voilà, c'est ça qui en résulte. Donc voilà, donc nous au sein de l'établissement, ce qu'on a créé, il y a plusieurs commissions. Comment elles fonctionnent ces commissions? C'est un peu de la même façon que la commission éthique. Nous avons par contre au sein du CHPE, je crois avoir compté 13 établissements différents, enfin 13 services différents, qui traitent donc, qui ont des prises en charge différentes, qui n'ont pas forcément le même rôle. On a de la psy fermée, de la psy ouverte, on a de l'ambulatoire, on a plein de choses. Donc on a des représentants de bientraitance dans chaque établissement. Un représentant, un référent, on va dire, hein. Donc voilà, c'est une personne employée au sein du CHPE, plus un co-référent en cas d'absence de l'un ou de l'autre. Donc nous sommes au moins 2 par service. Alors ça regroupe un peu de monde, mais le but effectivement, il est de relever des problématiques qu'on a pu repérer, d'essayer de faire évoluer les choses, mais aussi après c'est d'en parler entre nous, et c'est là où je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on fait remonter ça. Tous les trimestres, en fait, nous avons des réunions avec tous les services et tous les référents. Donc on parle de ces problématiques-là. Alors à la fois on va parler de choses qu'on va pouvoir développer en interne, des actions qu'on va pouvoir mener qui sont un peu en général, mais aussi d'essayer de trouver des solutions entre nous, peut-être sur des problématiques dans tel ou tel service par rapport à quelque chose qui a été repéré. Est-ce qu'il faut après justement faire intervenir au niveau de certaines choses l'éthique, la commission des usagers, enfin voilà, il y a plein de trucs qui peuvent articuler comme ça. Mais effectivement, nous, tous les trimestres, on a l'occasion de se réunir avec les référents et de discuter de tout ça. Soit à titre personnel, mais alors, ce qui peut être valable dans un service n'est pas forcément dans l'autre. Alors des fois, on peut articuler des choses et qui peuvent être valables dans plusieurs services, mais en fonction effectivement des personnes qu'on accueille, on va peut-être pas faire comme ça, à tel endroit et comme ça à tel endroit. Et nous, en plus, ce qui est un peu compliqué, c'est que des fois, on remplace dans certains services. On va sur un service, sur un autre, et on a des habitudes dans notre fonctionnement. D'ailleurs, l'habitude, des fois, génère aussi des choses malveillantes, je dirais, parce qu'on va arrêter de dire maltraitant, mais des fois, involontairement, on a l'impression que dans un service, comme on est habitué à bosser comme ça, dans un autre, c'est pareil. Non, pas forcément. Puisque on n'est pas là pour les mêmes raisons, et les personnes accueillies n'ont pas les mêmes besoins. Donc voilà, donc il y a toujours un cadre supérieur hein, donc, qui préside en principe cette commission. Donc les référents, comme je vous ai expliqué, une réunion par trimestre, et puis la diffusion du compte-rendu de ces réunions dans chaque établissement, sur la gestion documentaire, donc informatique dans chaque service. Voilà. Ce qui peut amener aussi à d'autres de voir ce qui a été dit, donc déjà d'en prendre note, mais aussi peut-être d'amener encore des réflexions. Les outils et les moyens, donc ce qui est très important, ce sont quand même les formations, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, donc nous en interne, on va parler des formations qu'on a, donc on a déjà une formation sur la bientraitance qui est faite à chaque nouveau arrivant et à chaque nouveau employé, systématiquement. Donc cette formation dure 2 jours, elle a été réalisée par notre cadre de santé, bon là il a pris sa retraite hein, en temps et en heure, parce qu'il avait 49,3 ans quand je plaisante. Et donc, du coup, il va falloir le remplacer. Bref, petite. Voilà. Une formation sur la relation d'aide, mais tout le personnel fait cette formation. Formation Oméga. Alors, la formation Oméga, c'est une formation sur la gestion de la violence ou d'une personne en état de crise. Nous avons des unités, nous, fermées, où des fois, on est obligé de faire de la contention, par exemple, sur les patients. Mais l'intérêt, justement, c'est d'éviter ça. Et donc, en fait, c'est toute une formation sur la pacification. Ça vient aussi du Canada. C'est parti d'une prise d'otage dans un tribunal. Enfin bon, voilà. Et cette méthode de la personne qui a fait redescendre
Voilà. Et pour arriver à quelque chose de pacifique et de trouver un consensus et d'éviter quelque chose de violent, qui pourrait être violent pour la personne. Donc formation méga qui est très intéressante. Et puis une formation sur les psychopathologies, puisque comme je vous dis, on traite de diverses pathologies au sein du CHPE, et là aussi, bien connaître la pathologie des personnes que vous avez dans vos structures, c'est aussi déjà être bienveillant. Pourquoi est-ce qu'elle peut réagir comme ça ou comme ça, au-delà de ce qu'elle peut être elle, au-delà de sa culture, au-delà de son environnement familial et tout ça. Ne pas oublier derrière, il y a une pathologie aussi. Une audit interne destinée aux personnes sur la promotion de la bienveillance dans ses pratiques quotidiennes. Donc là, c'est des questionnaires que des fois on diffuse ou qu'on crée au sein des services pour essayer justement de voir s'il y a des problématiques dans tel ou tel domaine, hein, que ce soit institutionnel, que ce soit pour les soignants, pour les résidents, pour la famille, pour l'extérieur, pour les partenaires aussi. Hein. Donc voilà, c'est des questionnaires qu'on fait passer. Les analyses de pratiques professionnelles qui sont très importantes, donc là avec le Covid, effectivement, elles ont été mises un petit peu de côté, mais ça a été très compliqué. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour la douche, hein. Vous partez de là, hein, de toute façon, hein, c'est une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais il est très bien d'avoir des analyses de pratiques professionnelles par une personne donc extérieure à l'établissement, neutre, qui n'est pas là pour vous apporter des solutions, mais qui est là pour vous... à vous de trouver les solutions, en fait. Voilà, c'est plus d'amener une réflexion et de trouver les solutions. Donc la charte de bientraitance que nous aussi nous avons fait, donc j'ai vu que là vous étiez en train de la faire, qui est donc affichée nous à chaque entrée d'établissement, qui est donnée aussi dans le livret d'accueil, elle est jointe aux patients. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de temps en temps de faire des groupes de parole avec les patients autour, par exemple, de la charte, ça peut être un support aussi, et d'en discuter avec eux. Parce que c'est pareil, c'est comme la loi, une fois que c'est affiché, c'est bien, on passe devant le panneau d'affichage, parce que c'est une obligation, c'est là, mais on ne le lit pas forcément. Donc c'est bien aussi des fois d'en discuter avec les patients, et ça leur permet aussi d'avoir un débat, une ouverture avec eux, de leur expliquer peut-être aussi eux qu'ils ont des droits, ce qui des fois ils ne sont pas au courant. Donc c'est plutôt bien, et puis de voir un petit peu aussi avec la famille ce qui peut en résulter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La charte de bientraitance, la légalisation, bon, voilà. Voilà. Alors, avec la commission de bientraitance, par exemple, il a pu être acheté des lots d'hygiène par les assistantes sociales. On a souvent des patients, des fois, qui ont des situations financières compliquées. Donc, au sein de l'établissement, nous, on a une association qui a été créée, qui s'appelle l'association Le Rond-Point. Et puis, avec les patients, on essaye de faire des choses, et c'est ce qu'on va vous montrer après. Il y a des dons qui ont été faits, il y a des ventes qui sont faites aussi par des choses qui sont faites des fois par les patients. Nous avons des bars thérapeutiques, donc avec qui sortent des bénéfices, mais tout ça, ça va sur l'association Le Rond-Point, et c'est ce qui permet d'acheter des choses à des patients qui peuvent être un peu plus démunis financièrement, mais aussi pour essayer d'apporter toujours une qualité de vie. Hein, certains n'ont même pas de quoi acheter pour la toilette, on peut faire des dons. Je sais qu'on n'est pas là pour faire la promotion de la cigarette, mais ça peut arriver des dons exceptionnels, mais ça peut être aussi leur permettre de rentrer dans la famille et des bons de transport, enfin plein de choses comme ça. Voilà, c'est à travers une association. Donc nous avons fait la semaine de la bientraitance l'année dernière pour la première fois. Alors je ne vous cache pas que ça a été un peu compliqué à faire, parce qu'il faut la faire vivre avec tous les services. Et donc le but c'était d'amener l'hôpital à l'extérieur déjà, et pas de faire ça en interne, pas faire ça entre nous, mais c'est aussi de montrer ce qu'on fait, mais de montrer ce que les patients font aussi, et d'avoir un petit peu un échange sur l'extérieur. On est bien dans la resocialisation aussi, je pense que c'est important, et c'était eux de les mettre au cœur de ça. Donc le but, c'était pas de dire qu'est-ce que nous, soignants, on va faire sur la bientraitance, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les patients sur la bientraitance. Donc nous, on a fait chacun dans nos établissements des petits groupes avec les patients, et puis on leur a demandé leur ressenti personnel et qu'est-ce qu'ils pourraient créer autour de tout ça. On vous montrera tout à l'heure, on a emmené deux petites choses qui sont très succinctes, mais ça a été un petit peu plus loin que ça. On a fait ça à la médiathèque du Sel. Donc chaque service a créé quelque chose autour de la bientraitance, sur la thématique. Ça peut être des dessins, ça peut être des sculptures, ça peut être des écrits,
Ça peut être des fabrications de meubles, puisqu'on a un atelier où on fabrique des meubles, on fait de la rénovation. Ça a pu être de la photographie, plein de choses comme ça. Et on est resté une semaine donc à la médiathèque, qui a été plutôt bien. On a fait des ventes d'ailleurs sur ces choses-là qui sont parties au rond-point et qui ont financé. Donc c'est important aussi pour les patients de savoir que eux aussi, par leur action, sont bien traitants. Il en découle aussi dans leur action de ce qu'ils peuvent faire, ça donne un sens. Et c'est important pour eux aussi, voilà, de les mettre au cœur du truc. Dans les projets à venir, on voudrait faire un escape game. Alors là, on est parti un peu dans un truc un peu vaste, et on va se réduire peut-être un peu, et on va faire ce qu'on appelle la chambre des énigmes. Hein. Donc ça va être une sorte d'escape game quand même, mais on va prendre une situation en fait, et on va demander aux soignants de trouver des solutions, ou d'essayer de faire quelque chose pour pouvoir sortir de la pièce. Sinon, ils y restent à vie, bien sûr. Non. Ok. On va essayer de mettre en place aussi des jeux de rôle dans les services, hein, de voir un petit peu, voilà, pour essayer d'améliorer les pratiques professionnelles, si on peut le faire. Et puis, une illustration de photos, mais là c'est fait par Valorisons, je crois, sur J'aime mon hôpital. Donc c'est pareil, on est un peu dans le truc d'inclure les patients dans ce qu'ils peuvent faire, mais de le diffuser toujours sur l'extérieur. Voilà. Et puis peut-être d'inclure les familles à ce moment-là aussi. C'est le but. Et ben voilà, donc là c'est la semaine où je veux parvenir, hein, c'est ce qu'on a fait donc l'année dernière. Cette année on va faire peut-être différemment parce que ça a été un peu compliqué, mais on va essayer de mener des actions dans chaque service, de faire la journée de la bientraitance, et qu'il faut que je me dépêche parce qu'on a après un petit café à boire, donc je plaisante. Donc voilà, et bien, écoutez, je vous remercie, je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur? Oui. Par exemple, quand on prend pas une douche, est-ce qu'il risquerait d'avoir des boutons qui... Alors, quand on ne prend pas de douche, je ne sais pas si on risque d'avoir des boutons. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouf. Oui. Par exemple, quand on prend la douche, est-ce que c'est possible d'avoir des boutons après? Quand on ne prend pas pendant une semaine à peu près? Alors, je ne sais pas s'il est possible d'avoir des boutons quand on ne prend pas de douche. Peut-être certains oui, d'autres non. Mais en tous les cas, qu'est-ce qui vaut mieux? Sentir bon? Prendre une douche, oui. Ben voilà. Parce que les éducateurs, parce qu'à chaque fois, il y a les éducateurs qui viennent voir pour voir comment on fait. Alors, et vous voulez faire comment? Ben moi, je préfère qu'ils ne viennent pas voir du tout, quoi. Ah oui, mais ils ne viennent pas voir. Mais si vous faites la douche, ils ne viendront pas voir. Vous avez raison. Voilà. Bon, moi j'en ai terminé, oui. Ah oui, bah ici, voilà, oui, par contre, vite fait, oui, on va découler de... On a pris ça parce que c'était... En fait, voilà, c'est parti de la réflexion. On a un atelier de rénovation de bois. Moi, je travaille en addicto, hein. Donc c'est des personnes qui sont en hospitalisation libre. On est beaucoup sur l'extérieur. Et on rénove des meubles avec un partenariat avec une ressourcerie. Et quand on a fait la semaine de la bientraitance, à travers cet atelier, j'ai posé la question aux patients, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au niveau de cet atelier et la bientraitance, quelque chose qui soit pour vous parlant. Et un des patients me regarde et il me dit, mais le bois, on l'a bien traité. Et j'ai trouvé ça super. Je dis, bah oui, c'est vrai, le bois, on l'a bien traité, on l'a ciré, on a mis du vernis, on l'a bien traité. Donc, on a fait un parallèle, en fait, ensemble. Quelle est la différence entre la bientraitance du bois et la bientraitance d'une personne? Et donc on est parti de comment est-ce qu'on peut récupérer un meuble usagé. Voilà, je peux être usé parfois, une personne qui peut être usée par la vie, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais quelqu'un peut commencer à s'intéresser à moi, donc on repère la personne, on est là, on est avec elle, on l'écoute, là pareil, on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il a. Alors, je peux être bien traité. Donc, je traite le bois. Mais j'essaie d'être bien traitant avec la personne aussi. Je commence à traiter peut-être quelque chose qu'elle a dans sa vie, ou une maladie, ou quoi que ce soit. Et puis, je commence à reprendre de l'estime de moi, et je prends soin de moi. Donc, soi-même après. Là, on est aidé, on est avec quelqu'un, mais après, on commence à prendre soin de soi, et puis à reprendre un peu des couleurs, on va dire.
Et donc, je peux retrouver une nouvelle place tout en respectant qui je suis. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est qu'on peut se retrouver, vous voyez ce vieux meuble, il est reparti ici, c'est le même, mais qui a repris une place, alors que peut-être il était voué à être balancé. Ben, une personne qui pouvait être usée, on a pris soin d'elle, on a été bien traitant avec elle. Pardon ? Vieillissante. Vieillissante, si vous voulez. Donc on peut reprendre une place dans la société. Voilà. Donc ça a été fait en fait par les patients. Donc c'est pour vous demander, pour vous dire que voilà, des fois il y a des choses qui sont très intéressantes et qui amènent à réfléchir, mais surtout de comprendre aussi un peu leur ressenti à eux. Et je trouve ça sympa. Bien après la cellule de lettres qui a été faite, vous pourrez la lire si vous voulez, mais par les patients toujours. Voilà, ça faisait partie de l'exposition qui a été faite. Voilà, une des parties, hein, c'est plus large que ça. Voilà, je vous remercie. Ah, il y a une question encore. Ah, si c'est pour la